voudrais d'abord saluer notre invité, Mohamed Sifawi, en lui posant une question. Qui êtes-vous, Mohamed Sifawi? D'abord parce qu'on entend de façon régulière un certain nombre de rumeurs sur vous, sans parler des polémiques, si bien qu'on se demande s'il n'y a pas plusieurs Mohamed Sifawi. En tout cas, pour préparer cette réunion, je suis allé me balader sur Internet, et notamment sur les réseaux sociaux, et là j'ai eu droit à tout. Donc certains affirment que vous n'êtes pas algérien, ni musulman, d'autres affirment que vous êtes juif et que vous êtes payé par le pouvoir israélien. Ou au contraire, que vous êtes un agent de la sécurité algérienne, des services spéciaux algériens, que vous travaillez avec les services spéciaux français, que Macron vous finance, ou que vous êtes un sous-marin du Rassemblement national. Donc, tout est l'inverse, tout est n'importe quoi. D'ailleurs, on comprend que vous soyez sous surveillance policière pour vous protéger contre les menaces de mort que vous recevez régulièrement. Je salue au passage les 2 policiers qui vous accompagnent, mais je me demande si vous n'êtes pas sur surveillance policière pour qu'on puisse vous surveiller. Car les propos que vous tenez sont parfois explosifs. Il suffit de lire votre livre sur le Hamas pour le constater. D'ailleurs, rares sont les musulmans qui ont osé aller au CRIF il y a quelques jours pour commémorer le massacre du 7 octobre. En plus, vous avez le culot d'appeler le Hamas par son nom, c'est-à-dire un groupe terroriste qui a un objectif, détruire Israël. C'est ce que vous affirmez dans votre livre, qui, je le souligne, est assez remarquable, car vous êtes un journaliste rigoureux, courageux, et surtout, un esprit libre. La gauche ne vous aime pas, l'extrême gauche encore moins. La droite se méfie de vous car vous êtes incontrôlable, et à l'extrême droite, on vous déteste, car au fond, vous avez toujours été un adversaire des extrémismes et des radicaux, vous qui consacrez votre vie à dénoncer l'islam radical. Malgré les accusations, les insultes, les menaces, vous continuez à enquêter, à écrire des articles et des livres, et à toujours dire ce que vous pensez, rare aujourd'hui, très rare. Ma première question. Alors, qui êtes-vous vraiment, Mohamed Sifawi? De façon générale, lorsqu'on a le malheur de faire un travail qui vous donne une notoriété publique, vous avez généralement des biographes autoproclamés qui se permettent de raconter votre vie. A fortiori, lorsque vous travaillez sur des sujets à vocation polémique, et l'islamisme et le terrorisme sont des sujets polémiques. Au début des années 90, comme je travaillais sur le GIA algérien, j'étais probablement, aux yeux de certains, justement un agent du pouvoir algérien et de ses services spéciaux. Après, je me suis beaucoup intéressé à Al-Qaïda et j'ai effectué plusieurs séjours en Afghanistan pour travailler sur l'organisation d'Oussama Ben Laden. Et aux yeux de certains, je devenais un agent de la CIA. Évidemment, par la suite, j'ai infiltré un réseau islamiste terroriste à Paris et les mêmes se sont mis à dire non, finalement, il est plutôt un agent de la DST des services spéciaux français. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux organisations terroristes palestiniennes, je suis devenu un agent du Mossad, un influenceur à la solde des Juifs. En fait, en vérité, tout ça est fou. Je suis journaliste qui a décidé un jour de s'investir d'abord intellectuellement sur la question de l'islam politique. J'ai commencé à travailler sur ce sujet en 1987. J'avais une vingtaine d'années à l'époque, donc avec une formation de sciences politiques qui m'a amené à travailler sur l'histoire des idées. Et j'ai vu très tôt que l'islam politique était un mouvement idéologique en soi. J'avais suivi une trajectoire normale de certains de mes camarades de promotion. J'aurais pu peut-être finir dans l'administration algérienne, mais comme j'avais promis à mon père de ne jamais travailler pour l'administration algérienne, j'ai tenu parole et j'ai tenu à cette indépendance qui m'a permis justement d'avoir le ton qui est le mien. Je suis le seul à avoir pris cette voie qui me coûte aujourd'hui de ne plus rentrer en Algérie depuis 25 ans. Quitter l'Algérie parce qu'à un moment donné, je suis arrivé à une situation intenable, c'est que j'avais d'un côté les menaces des islamistes. Vous étiez journaliste, hein? J'étais journaliste et j'étais correspondant de Jeune Afrique et évidemment je suis arrivé à une situation qui était plus tenable, c'est que d'un côté des menaces des islamistes et de l'autre côté un harcèlement judiciaire et policier du régime qui à chaque fois que je réalisais un travail quelconque, j'étais convoqué, poursuivi. Et j'ai compris à un moment donné que j'allais me retrouver en prison parce que c'est un régime qui emprisonne les journalistes sans aucun problème.
et avec l'aide d'un certain nombre d'organisations internationales, d'ailleurs y compris Reporters sans frontières, j'ai quitté l'Algérie et je me suis fait adopter par la société française où j'ai reconstruit ma vie totalement, en continuant à être journaliste. Mes premières enquêtes sur l'islam politique, d'ailleurs, c'était à Lyon, pour la simple raison que je m'étais beaucoup intéressé au réseau Kelkal. Donc j'étais venu à Vaux-en-Flins pour essayer de comprendre un peu le fonctionnement et comment ont été endoctrinés les anciens membres du réseau Kelkal qui avaient rejoint le GIA à l'époque et qui étaient derrière les attentats de 1995 et 1996. À partir du début des années 2000, les événements aussi, d'une certaine façon, m'ont amené à m'investir totalement, puisqu'il y a eu les attentats de 2001 aux États-Unis. Je connaissais déjà l'Afghanistan, je connaissais les réseaux d'Al-Qaïda, j'avais des contacts dans le monde arabo-musulman. Donc j'ai pu réaliser un certain nombre de travaux avec un livre, La France malade de l'islamisme. La France malade de l'islamisme, c'était toute une histoire. J'ai mis quasiment une année pour convaincre les éditeurs, enfin un éditeur, puisque j'ai eu des refus en disant non, mais c'est excessif. Alors comment vous expliquez cette résistance en face dans les années 2000 où déjà le phénomène s'affirme? Là, je pense qu'on rentre dans une question philosophique qui est presque liée à la nature de la société française. Je pense que la société occidentale, de façon générale, est une société qui a renoncé au sacrifice, une société du loisir. D'ailleurs, on voit bien, on veut travailler moins. Finalement, quand vous dites aux gens, attention, votre avenir, voire votre présent, risque d'être tumultueux parce qu'il y a des logiques idéologiques qui sont en train de travailler la société en profondeur, il y a incontestablement une part de déni qui s'installe. Mais aidé aussi en cela par une élite politico-médiatique qui n'a pas toujours joué son rôle pour sensibiliser l'opinion publique. Alors j'en veux terriblement à la gauche parce que, évidemment, je me rappelle d'une époque où lorsqu'on parlait de l'islamisme, on disait non, ça va alimenter l'extrême droite. Mais en fait, c'est le fait de ne pas en parler qui a alimenté l'extrême droite. Dans une démocratie, par définition, et c'est quelqu'un qui a grandi dans une dictature qui vous le dit, dans une démocratie, on a le droit de tout évoquer. Absolument tout. Il n'y a pas un seul sujet tabou. C'est la manière de l'évoquer qui peut ou pas poser problème. Lorsque vous avez un problème en face de vous, et lorsque vous mobilisez des énergies de démocrates avec des réponses de démocrates puisées dans le corpus démocratique et dans l'état de droit, vous n'avez pas à avoir peur. Ça n'a pas évolué quand même depuis ces années, la fin des années 90, 2000? Eh ben, je pense qu'à certains égards, ça a empiré. Et évidemment, lorsque vous voyez un parti qui se réclame de la gauche, qui génère aujourd'hui autant de haine, je parle notamment de LFI, mais pas seulement, une partie de la gauche aussi, qui se laisse entraîner dans un chemin extrêmement dangereux. Dangereux parce qu'il a ceci de terrible, c'est qu'il participe à fragmenter la société. Et une société comme la nôtre est une société qui ne peut pas se permettre la fragmentation parce que c'est une société diverse. Mais quand vous avez, comme la France, une diversité qui s'est installée et qui est constitutive aujourd'hui de la réalité sociologique française, vous ne pouvez pas voter pour un parti, quel qu'il soit, qui participe à cliver et à diviser les sociétés. Est-ce que la droite a été plus brillante dans ce combat contre l'islamisme? Non, elle n'a pas été brillante du tout. Mais si je suis beaucoup plus sévère à l'égard de la gauche qu'à l'égard de la droite, parce que j'ai toujours appris que pour être honnête intellectuellement, il fallait être capable de penser contre soi-même. Ayant été structuré par de grandes idées de gauche. Moi, j'ai grandi en Algérie. Donc, quand on grandit en Algérie face au pouvoir FLN, on se reconnaît dans la démocratie et dans les valeurs universelles. Quand on se construit contre l'islam politique, on se reconnaît dans la laïcité et dans les valeurs universelles là aussi. Et ces valeurs ont été portées par des courants se réclamant de la gauche, par des courants de gauche. C'est la raison pour laquelle je suis extrêmement sévère à l'égard de cette gauche-là qui se trahit, parce que justement, elle a piétiné l'ensemble des valeurs dont elle se réclame, pour devenir finalement un complice, conscient ou inconscient, de l'islam politique et des ennemis de la République. Et l'extrême droite, est-ce que vous n'avez pas le sentiment parfois que l'extrême droite se sert de cet antisémitisme qui monte et de cette défense d'Israël pour, au fond, régler ses comptes avec une communauté qu'elle a toujours rejetée, celle de la communauté arabe musulmane? Il y a une dynamique européenne qui a commencé à la fin des années 90, début des années 2000, où on a un théoricien de l'extrême droite flamande
Belgique, qui avait écrit un texte où il avait dit « Nous devons évoluer sur la question de l'antisémitisme parce qu'aujourd'hui, nos principaux ennemis, ce ne sont pas les juifs. Nous devons au contraire les utiliser pour pouvoir lutter contre ce qu'ils appellent l'islamisation de l'Europe. » Et évidemment, dans cette continuité, l'extrême droite française a commencé sa mue progressivement à partir du passage du flambeau entre Jean-Marie et Marine Le Pen. Et évidemment, il y a eu un ravalement de façade, mais l'arrière-boutique est restée identique. Comment, Mohamed Sifawi, vous avez travaillé pour écrire ce livre qui, j'en suis sûr, va devenir une référence? Vous avez rencontré des cadres du Hamas, des dirigeants israéliens ou américains, des dirigeants du monde arabe, des membres des services spéciaux. Dites-nous un peu comment vous avez mené votre enquête. Pour comprendre le Hamas, on ne peut pas travailler le 7 octobre. J'ai commencé à m'intéresser à l'islam politique l'année même de la naissance du Hamas. Donc j'ai suivi toutes les 1987, c'est ça? Exactement. Effectué plusieurs séjours en Israël, à Gaza, dans les territoires palestiniens, en Cisjordanie. Et j'ai tissé un certain nombre de relations avec des membres, des sympathisants. Et j'ai pu rencontrer un certain nombre de cadres, de militants, en Syrie aussi, avant la guerre civile, en Jordanie, pas mal de fois. Et ensuite, j'ai entretenu des relations avec deux types de Palestiniens, des sympathisants du Hamas, pas des militants directs, des sympathisants, et des journalistes hostiles au Hamas. Et, palestiniens, bien sûr. Et alors, dans tout ça, il y a un truc, c'est mon obsession à récupérer les archives des organisations terroristes et des organisations islamiques. C'est que je fais parler les documents. Pourquoi je décide de faire ce livre? Il y a deux raisons. D'abord parce que je constate qu'il n'y a pas un véritable travail critique sur le Hamas. Deuxièmement, dès le 7 octobre, au matin, je commence à mesurer le niveau d'ignorance, y compris de la part de commentateurs censés être avisés, des discours hagiographiques à l'égard d'une organisation terroriste. C'est insupportable parce que d'abord, lorsqu'on travaille sur l'islam politique, on sait que les référents idéologiques de Daesh sont les référents idéologiques du Hamas et du djihad islamique et d'autres organisations. Alors vous insistez beaucoup sur l'origine du Hamas, c'est-à-dire les frères musulmans que vous connaissez bien. Ah ben complètement. Alors dites-nous d'abord ce que c'est que les frères musulmans. Les frères musulmans est une confrérie qui est née en 1928 à l'initiative d'un instituteur égyptien qui s'appelle Hassan el-Banna, qui a baigné dans un milieu ultra-conservateur. Grand-père de Tariq Ramadan. Et qui s'est impliqué sur la question palestinienne. En 1936, il y a déjà des frères musulmans qui sont envoyés pour guerroyer contre et les Britanniques et contre les organisations liées au foyer national juif. Ensuite, au moment de la création de l'État d'Israël, les frères musulmans sont extrêmement présents. Et évidemment, progressivement, ils vont continuer à s'impliquer. C'est la raison pour laquelle j'en veux terriblement à beaucoup de commentateurs, c'est qu'il y a un manque flagrant de connaissances sur le sujet. Pourtant, les islamistes produisent une grande littérature. Par exemple, l'Université islamique de Gaza est devenue véritablement le vivier de formation idéologique du Hamas et des autres organisations islamistes, et que c'était financé entre autres par des universités américaines et par des fonds de l'Union européenne, etc. Enfin, tout ça vient non pas d'un cynisme mais d'une méconnaissance totale. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que les Occidentaux n'ont jamais respecté leur ennemi quand il était arabe. C'est la raison pour laquelle on arrive au 7 octobre, et je place Israël au milieu de ces Occidentaux. Quand vous ne respectez pas votre ennemi, vous avez des surprises comme cette. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas respecter son ennemi? C'est pas le connaître, pas mesurer sa force? Ne pas respecter son ennemi, je ne parle pas en termes de déférence. C'est respecter son ennemi comme on avait respecté l'Union soviétique en son temps. C'est-à-dire, on comprenait à l'époque, d'abord, on avait des gens qui étaient spécialisés pour apprendre le russe, ensuite comprendre le fonctionnement de l'armée rouge, ensuite comprendre l'armement de l'armée rouge, ensuite comprendre les moyens de l'armée rouge, ensuite comprendre les faiblesses de l'Union soviétique, comprendre son économie, comprendre sa philosophie, ses modes de pensée de ses dirigeants, comprendre le KGB, quel était son fonctionnement, quelles étaient ses différentes directions, sur quoi, etc. On avait tout vu, tout, absolument tout. Quand ils allient les islamistes et les arabes, c'est de toute façon, au pire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? De toute façon, ils sont tellement cons qu'ils vont se suicider. Donc, on ne les étudie pas plus que ça. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, le 11 septembre, les États-Unis se réveillent. Ils commençaient à chercher des traducteurs et des gens qui parlaient arabe, qui parlaient différents dialectes arabes, parce qu'il n'y en a pas un. J'ai compris très vite que pour travailler sur l'islam politique, il fallait non pas être arabophone, ça ne suffisait pas, il fallait devenir arabisant. Donc, je suis devenu arabisant. Ça veut dire que je parle arabe littéral
d'origine. Ensuite, à partir de là, j'ai commencé à voyager. Ce que j'ai fait, j'ai appris tous les dialectes arabes, tous. Et imaginez que des États, pendant des années, alors que la question de l'islam politique, on la voit poindre depuis très longtemps, des États n'ont pas fait cet effort d'essayer de comprendre d'abord ce qu'écrivaient ces gens-là, parce que, comme tout mouvement totalitaire, le totalitarisme islamiste nous raconte tout ce qu'il a envie de faire. La charte du Hamas est éloquente. Il y a une bonne traduction, une seule, M. Legrand, qui est chercheur du CNRS, et cette traduction-là nous dit tout. J'ai vu l'autre jour un débat sur Arte d'un intellectuel arabe qui a rembarré un historien français qui se disait spécialiste de l'islam et des pays arabes. Il lui a demandé est-ce que vous parlez arabe. L'autre lui a dit non. Et il s'est marré. Ah oui, il y a lieu de se marrer parce que, encore une fois, quand je vous dis les intellectuels occidentaux ne respectent pas le sujet, je ne plaisante pas. Et en plus, il y a mieux que ça. C'est quand vous êtes natif de ces pays-là, quand vous avez aussi des codes culturels. Il ne suffit pas uniquement de parler la langue. Il suffit aussi de comprendre les codes culturels. Justement, parlons des fondamentaux. Quels sont les fondamentaux du Hamas? Vous parlez longuement de cette fameuse charte avec ses 36 articles. Première question. Alors, cette charte, qui justement contient un certain nombre de choses assez explosives, est-ce qu'elle a vraiment été révisée ou elle est toujours en vigueur? Absolument pas. D'ailleurs, en arabe, la charte. Absolument pas quoi? Absolument pas révisée. Jamais de la vie. En arabe, el-mither. Donc, el-mither, ça veut dire la charte. La charte, comme toute charte, évidemment, a une sorte de valeur juridique pour une organisation. C'est les fondements idéologiques. En 2017, il y a eu une pression de la part des autorités égyptiennes sur le Hamas, et il leur demande de produire une position politique qui soit acceptable. Un document qui corrige beaucoup la charte? Qui est un document politique qui corrige absolument rien la charte. La charte n'est même pas citée. Il donne les grandes orientations, sans toucher aux fondamentaux. Alors, les fondamentaux. il faut comprendre une chose. Les frères musulmans ont ceci d'extraordinaire, et la meilleure description qu'on peut en faire, c'est un caméléon. Le corps est toujours le même, la couleur change selon le contexte. Et la force des frères musulmans, ça a toujours été ça, depuis leur création en 1928. C'est d'abord des politiques avant d'être des religieux. C'est les deux. C'est d'abord des gens qui ont compris que l'instrumentalisation politique ou une certaine compréhension du texte religieux à des fins politiques était extrêmement intéressante. Le Hamas, on a l'impression dans votre livre que son obsession est Israël. Il y a deux obsessions, c'est l'application d'un État islamiste et c'est la destruction de l'État d'Israël. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas autre chose dans les objectifs. Tous ceux qui disent « oui, il faut négocier quoi ? Négocier quoi avec quelqu'un qui nie votre existence ?» Lorsqu'un combat oppose un mouvement totalitaire à autre, quelle que soit autrui, quelle que soit la forme d'autrui, ça ne se finit jamais autour d'une table des négociations. C'est un vainqueur et un vaincu. Ce fameux Al-Sinwar, que certains trouvent pragmatique, modéré, et dans votre livre, vous dénoncez comme un fief et menteur. C'est un menteur, c'est un cynique, c'est un manipulateur. D'abord, c'est quelqu'un qui avait été emprisonné pour avoir assassiné des Palestiniens, on l'oublie de le préciser. Il avait été chargé par le Cheikh Yassin, le principal fondateur du Hamas, de créer le premier organe de sécurité du Hamas, qui s'appelait le Majd, en 1984. Et ce Majd avait pour objectif de traquer tous ceux qui étaient susceptibles de devenir des agents d'Israël. Un démocrate est forcément un agent d'Israël, quelqu'un qui refuse l'islamisme est un agent d'Israël, etc. Et deux, évidemment, ceux qui ne partagent pas leur point de vue. Parlez-nous justement de cette fameuse taqiyya, je crois que d'ailleurs vous avez écrit un livre là-dessus, cette fameuse taqiyya qui est un concept assez original. Est-ce que c'est un concept religieux ou politique? C'est un concept trotskiste. Les trotskistes ont été les meilleurs à justement jouer sur la dissimulation, le double discours, la tromperie, la ruse, etc. Enfin, c'est se prémunir de la toxicité de l'adversaire ou de la dangerosité de l'adversaire. Voilà ce que ça veut dire. Donc, au départ, c'était une invention chiite parce que comme ils sont minoritaires, ils considéraient qu'il ne fallait surtout pas dire la vérité aux sunnites beaucoup plus importants et ayant le pouvoir et qui risquaient évidemment de les réprimer. Sauf qu'avec le temps, les mouvements clandestins sunnites ont considéré qu'il leur était permis, eux aussi, en temps de répression, de mentir. En plus de ça, il y a quelque chose de très philosophique chez eux. Ils ne doivent pas la vérité à un non-musulman. Parce que, en vérité, quand vous dites la vérité à quelqu'un, c'est que vous respectez la personne. Comment le Hezbollah et le Hamas arrivent à s'entendre alors que, au fond, les chiites et les sunnites sont des ennemis héréditaires? Très simple. Dès les années 70, c'est documenté, on voit des gens issus des frères musulmans qui commencent à se rapprocher du chiisme, du sunnisme, avant même la révolution iranienne. Ils sont en désaccord sur la question de
dogmatique, mais ils sont d'accord sur la question politique. Et donc leur rapprochement est un rapprochement politique et opérationnel. Chacun pratique sa vision de l'islam comme il l'entend. Dans quel état est le Hamas aujourd'hui? Est-ce que le Hamas s'est pas suicidé le 7 octobre? Ah mais vous avez entièrement raison. C'est-à-dire qu'il y a une erreur stratégique qui a été commise. Je connais leur état d'esprit, leur fonctionnement. D'abord, ils ont fait une erreur. Ils ont fait une erreur de décodage. Eux pensaient que le jour du 7 octobre, tout le monde allait attaquer en même temps. C'est-à-dire les Houthis au Yémen allaient attaquer, le Hezbollah allait attaquer massivement, la Cisjordanie allait s'enflammer, les Iraniens allaient frapper, etc. Rappelez-vous le nom de code de l'opération, le déluge d'Al-Aqsa. Et évidemment, le déluge, à côté, ça va taper de partout d'un point de vue opérationnel. Il n'y a pas été en puissance. En vérité, l'Iran n'avait aucune raison d'aller vers une ouverte. Dernière chose, ils ont été surpris par la riposte israélienne. Et donc ils se sont dit, tiens, il y a une doctrine d'emploi chez les Israéliens, évidemment, quand on connaît la culture juive, l'attachement à la vie, plusieurs fois, dans plusieurs transactions, les otages ont été échangés par 1000 fois plus. Donc, Sinoir donne comme direction, prenez un maximum de tenue, parce que ça a une valeur marchande, un, et deux, ça a évidemment une valeur politique. Donc, Sinoir, il est surpris par l'intensité de la riposte israélienne. La riposte israélienne est totalement justifiée. Vous allez même plus loin dans votre livre, vous dites qu'il faut éliminer le Hamas. Il faut éliminer militairement le Hamas, il faut éliminer le Hamas comme acteur politique. Alors certains vous disent non, mais c'est une idéologie qu'on ne peut pas éliminer. Bien sûr, mais le Hamas, c'est une fusée à 3 étages. Il y a la partie idéologique en 1, il y a la partie politique en 2, et il y a la partie militaire en 3. Il y a 2 parties qui peuvent être éliminées. C'est la partie militaire, c'est-à-dire la destruction du bras armé du Hamas et brigades Al-Qassam, et de leur arsenal militaire, et un autre élément stratégique des tunnels, de faire en sorte à ce que le Hamas ne soit plus un acteur politique, ni dans le champ palestinien, encore moins à Gaza, et évidemment restera cette idéologie, c'est-à-dire des gens antisémites qui continueront à lire et d'espérer... Alors ça en est où ça, ce nettoyage du Hamas? Alors, Vous dites par exemple, vous citez le nombre de morts, vous contestez un peu ce chiffre de 40 000 pour dire qu'il y en a à peu près la moitié qui sont des combattants. Mais c'est pas que je conteste. Ça fait des années que je suis journaliste, j'ai couvert tous les grands conflits qui ont opposé les régimes islamistes aux démocraties. En octobre 2001, quand la coalition, les États-Unis en tête, lance leur opération contre les talibans, j'étais là-bas, donc j'étais présent sur place. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'il y avait un ministère de la santé des talibans qui donnait tous les jours des bilans. C'était repris par personne. Au nom de quoi vous allez donner du crédit, déjà à un belligérant qui est votre ennemi, et deux, a fortiori, une organisation terroriste qui de toute façon ment et qui manipule les opinions publiques depuis des années. Les chiffres qui sont donnés par le ministère de la Santé des Aouïs sont faux. C'est la guerre, c'est comme ça. Interpeller l'émotion, c'est facile. Ce que fait Al Jazeera, de 9h du matin à 16h, vous sortez, si vous n'êtes pas structuré, si vous n'avez pas toute votre tête, vous sortez, vous tuez un juif. C'est de l'intox totale. C'est pas de l'intox, c'est que vous faites un zoom matin, midi et soir, sans contextualisation aucune. Notre métier, c'est d'abord un métier qui raconte toute l'histoire, de contextualisation, d'explication, de décryptage. Quand vous dites toute la journée, il y a des militaires en train de bombarder des femmes et des enfants, vous suscitez de la haine. La contextualisation, c'est quoi? Et pour connaître la région, connaître le mode opératoire, je vais vous dire, c'est très simple. Le mode d'emploi et le mode d'engagement de l'armée israélienne, qui ne balance pas des missiles pour tuer volontairement des enfants, ils détruisent des infrastructures. C'est des infrastructures militaires, appartenant à des organisations terroristes. Lorsqu'ils détruisent ces infrastructures, ils alertent en amont. Ils envoient des tracts. Ils rentrent dans les téléphones portables de ceux qui sont dans la zone. Et vous avez en arabe une voix qui vous dit « Huna Jaysh al-Difa », c'est-à-dire ici, l'armée de défense d'Israël. Vous êtes sur un secteur militaire. Vous avez 1 heure pour quitter ce secteur. Chaque fois, c'est la même chose. Systématiquement. Sauf qu'il y a des gens du Hamas qui refusent que les gens bougent. Il y a une sorte de quête de la martyrologie dans laquelle a baigné cette population. Voilà, ils aiment la mort, ils le disent, nous aimons la mort comme vous aimez la vie. Voilà, ils aiment la mort. Maintenant, les gens n'aiment pas entendre ça, c'est la vérité, parce qu'à force de raisonner avec un schéma occidental, un schéma rationnel où on tient à la vie, le Hamas vous dit la chose suivante, à travers plusieurs de ces cadres, nous construisons nos tunnels pour nos combattants. Alors que de l'autre côté, vous avez des abris où on cache des civils.
Là, le Hamas fait des abris pour Les cacher civils n'ont pas le droit d'accéder à ces tunnels. Absolument pas. Deuxième chose, lorsqu'il considère qu'il y a dans une école des terroristes, il tire en fonction d'une logique qui veut que chaque belligérant doit protéger les civils. Dès le moment où le belligérant se cache auprès des civils ou fait en sorte que des endroits civils deviennent des points de lancement ou d'activité militaire, il les transforme en zones militaires, y compris lorsqu'il y a des civils. Donc ils les utilisent comme bouclier humain. Vous avez encore des contacts avec des journalistes à Gaza qui informent? On est deux. Et les deux me disent que les chiffres qui sont donnés sous cette forme. Aujourd'hui, le ministère de la Santé du Hamas communique 2 points. Bilan depuis le 7 octobre, 42 783 Palestiniens ont été tués, ce qui est probablement vrai. Sauf ce qu'on ne dit pas, dans les 42 783 Palestiniens tués, il y a dedans des terroristes du Hamas, des terroristes du djihad islamique, des terroristes des brigades du Martyr al-Aqsa, des terroristes du FDLP, parce que ce qu'on ne vous a pas dit depuis le début, c'est que l'attaque du 7 octobre, ce n'est pas uniquement le Hamas, c'est 12 organisations terroristes, réunies dans une structure créée à la demande des Iraniens par le Hamas, qui s'appelle la Chambre des opérations conjointes. Combien de morts de combattants? C'est très difficile d'établir avec justesse, mais sur la base de regroupements, on s'aperçoit qu'en vérité, la capacité combattante du Hamas a énormément baissé, sachant qu'ils avaient à peu près entre 30 et 40 000 hommes en armes. Donc, je considère, on regarde les différents éléments, on a à peu près, sur les 40 000 morts, 25 000 hommes armés, 15 000 civils. Et dans ces civils, j'enlève les enfants de moins de 12 ans qui ne peuvent pas être des combattants du Hamas, j'enlève les personnes âgées de plus de 60 ans. Franchement, dans le lot, y compris lorsqu'ils sont civils, connaissant Gaza, ils sont tous phagocytés par l'une ou l'autre des organisations palestiniennes. Je donne un exemple précis. Il y a une opération de libération d'otages. Ces otages étaient détenus par un type qui se présentait comme journaliste. Et il détenait les otages dans sa famille. Les forces spéciales israéliennes arrivent, ils butent tout le monde, ils libèrent les otages. Est-ce qu'on considère cette famille-là comme une famille de civils ou une famille de terroristes? Pourquoi Israël n'a pas pu prévoir cette attaque? Israël savait qu'une attaque se préparait. Il y avait des informations assez récurrentes de la part de ses propres services de renseignement, de la part de services alliés, qui disaient qu'il y avait une activité anormale de la part du Hamas. Vous croyez à la véracité de ces révélations du New York Times sur le mur Jericho? Jericho Wall est une réalité. C'est un document préparé par les services de renseignement israéliens qui faisait une analyse à partir de choses qui étaient totalement visibles de tous. Parce que dès les accords d'Abraham, il y a une activité anormale sur le plan militaire de la part du Hamas, du djihad islamique. Pendant 3 ans, sont préparés de façon régulière. Mieux encore, le Hamas a financé la production d'une série télévisée qui est passée pendant le Ramadan 2022. Cette série de 30 épisodes qui mettait en scène cette attaque. Mettait en grande partie en scène cette attaque. Pourquoi il n'y a pas eu de réaction? Il n'y a même plus pour moi à se poser de questions. L'arrogance, la suffisance, trop croire que le dispositif électronique suffit à lui seul de faire face à une attaque. Croire que finalement ces bédouins du désert seraient incapables de faire une opération comme ça. Les Israéliens eux-mêmes disent « nous avons péché par un excès d'arrogance ». Et les Israéliens sont, de ce point de vue des Occidentaux, dans leur schéma de pensée, même s'ils font la fête à l'oriental, ils dansent à l'oriental et ils mangent à l'oriental, ils raisonnent comme des Occidentaux, parce que la plupart de leurs dirigeants sont ashkénazes et ils sont formés avec cette école de la rationalité occidentale. Alors oui, l'Occident a cette morgue naturelle, ces élites ont cette suffisance qui fait qu'on ne pense pas que le terrorisme islamiste peut faire preuve de sophistication et déjouer les dispositifs qu'on a mis en place. Est-ce qu'il n'y avait pas non plus l'analyse qui disait que ce n'était vraiment pas l'intérêt du Hamas de faire ça, parce qu'il y aurait forcément une réalité très forte d'Israël, et que le Hamas était plutôt en train d'essayer de se légitimer, Qatar, etc. Il y a eu plusieurs analyses qui ont faussé. Il y a une des analyses qui passe inaperçue, c'est que l'Iran ne lui laissera pas faire. Le Hamas n'est plus uniquement un acteur du jeu palestinien, c'est un proxy de l'Iran avec le djihad islamique. Quand vous avez un État derrière, vous avez toujours une mesure, c'est-à-dire une intensité de l'action terroriste. On envoie des messages à travers des actions terroristes. Donc, en gros, ils savent que le Hamas, tout le monde sait que le Hamas est contrôlé par l'Iran, tout comme le Hezbollah, tout comme le djihad islamique. Ça a été une attaque qui a permis de démythifier les services de renseignement israéliens,
qui a donné un coup terrible à une idée très chère pour les Juifs, c'est la notion d'État-refuge. Donc, si les Juifs qui subissent l'antisémitisme à travers le monde ne sont plus protégés dans le pays refuge qu'ils ont construit, où est-ce qu'ils vont être en sécurité? Aussi un coup d'arrêt au rapprochement d'Israël avec un certain nombre de pays. Exactement, parce qu'ils ont commencé à construire cette opération, comme je vous l'ai dit, à partir des accords d'Abraham. Ils étaient en train de monter en puissance. Et donc, en gros, tout le monde se dit, mais les Iraniens n'ont aucune raison aujourd'hui, alors qu'ils sont en train de négocier avec les Américains, d'accepter qu'il y ait une attaque massive contre Israël de la part du Hamas, de Hezbollah, etc. C'est pour ça qu'en termes de timing, en termes d'intensité, en termes de contexte, il n'y a rien qui, dans l'analyse, laissait penser que le Hamas allait lancer une telle attaque. Mais en vérité, et c'est pour ça que je crois qu'il y a un problème de décodage, comme la question a été réglée de façon très, très hermétique, c'est-à-dire que c'est pas sorti. On se rend compte, et je me suis rendu compte par la suite, et là en interrogeant des sources de très haut niveau, y compris israéliennes, qui avaient, donc c'est pour ça que j'ai pu recouper l'information, qu'il y avait 4 personnes qui étaient au courant de l'information. Vous savez, quand on monte une opération comme ça dans les organisations terroristes, ça fonctionne en forme d'entonnoir inversé, c'est-à-dire que vous avez le bout le plus... Là, vous parlez du Hamas, 4 personnes. Le Hamas. Yahya Sinwar, son frère Mohamed Sinwar, Marwan Issa, le chef d'état-major des brigades Al-Qassam, et Mohamed Deif, le chef d'état Al-Qassam. Et ces 4-là étaient au courant. Et à partir de mi-septembre, l'information a commencé à descendre, palier par palier, jusqu'à un J-2 ou un J-3, où ils ont demandé à tous leurs effectifs de venir, c'est comme ça qu'ils font, ils les font venir tous dans des tunnels, ils les cantonnent dans les pièces des tunnels, sans téléphone, sans rien, pendant plusieurs jours, jusqu'au top départ, et à J-1 heure, ils leur disent quels sont les objectifs. Et donc jusqu'à la dernière minute, les Israéliens n'ont rien vu. Vous pensez que les autorités politiques en Israël étaient au courant ou pas? Oui, ils le disent. Ils disent nous avions des informations. Compris Netanyahou. Tout le monde. Et ils le reconnaissent, tout le monde était au courant qu'il y avait un projet d'attentat assez important qui se préparait sur le territoire israélien, mais personne n'a donné du crédit à cette information. Et je pense que c'est ce que révélera la commission d'enquête après la guerre, probablement, puisque les Israéliens la réclament. Mais on va se retrouver avec une commission d'enquête identique à celle après le 11 septembre, que j'ai beaucoup suivi. C'est-à-dire qu'on se rend compte, souvent, que les dysfonctionnements obéissent à 3 logiques. D'abord, une mauvaise coordination entre différents services de renseignement. 2, une mauvaise coordination sur le plan international. Et 3, du cynisme politique. On dit, bon, on ne va pas agir maintenant parce que c'est pas opportun politiquement. Donc, il y a toujours ces petites erreurs qui se superposent. C'était aux États-Unis, les attentats du 11 septembre, c'était véritablement ça. Il y avait tous les éléments. Ils étaient beaucoup plus avancés que les Israéliens. Osama Ben Laden, à partir du territoire afghan, donne une interview à ABC, la chaîne américaine. Nous allons frapper chez vous sur le territoire américain. Donc en fait, il n'y a pas de surprise. Yahya Sinwar, une année auparavant, il fait un grand meeting à Gaza et il dit notre attaque sera un déluge qui va vous emporter. Et il va nommer son attaque le déluge d'Al-Aqsa. Alors, est-ce que vraiment la population palestinienne à Gaza soutient le Hamas, ou est-ce qu'il y a de plus en plus, comme on le voit dans certains reportages, un certain nombre de Gazaouis qui considèrent qu'ils payent très cher cette stratégie de franchissement d'une ligne rouge? Des éléments, par exemple, il y a des gens du Hamas qui ont tiré, parfois tué des Gazaouis parce qu'ils venaient réclamer de l'aide alimentaire. Ce que fait le Hamas, c'est récupérer l'ensemble de l'aide alimentaire et la distribuer à son bon vouloir pour à la fois gérer son clientélisme, préférer d'abord ses militants, ses sympathisants. Évidemment, il y a eu énormément de dégâts. Et là aussi, les gens tués par le Hamas pendant la distribution alimentaire sont des gens qui ont été comptabilisés comme victimes dans les 42 000. Comment vous interprétez les différentes déclarations d'Emmanuel Macron depuis le massacre du 7 octobre? Je suis extrêmement sévère à l'égard du chef de l'État parce qu'il y a plusieurs problèmes chez nous. Il y a d'abord un problème de fond. Le problème de fond, c'est que la France est un allié stratégique d'Israël. Il faut juste arrêter de prendre les gens pour des débiles et l'assumer. Il faut faire la pédagogie. Pourquoi un type qui est né en Algérie, qui se prénomme Mohamed, il défend Israël? Parce que c'est tout simple. Il n'y a aucun élément subjectif dans mon explication, vous allez comprendre. Et que pendant toutes les années où j'ai travaillé sur l'islam politique, j'ai compris que l'islamisme avait besoin de moments forts de mobilisation.
ce qu'on pourrait appeler des dynamiques. Ces dynamiques-là, on les a vues naître lors du renversement du Shah d'Iran et de la naissance de la République islamique d'Iran. On les a vues naître le jour où l'armée soviétique est défaite par les Moudjahidines, soutenus par tout le monde occidental. On les a vus lorsque Sadat a été assassiné. Je vous laisse imaginer ce que serait le moment de mobilisation et les conséquences pour le monde occidental et pour toutes les démocraties, et même les conséquences pour le monde arabo-musulman et les sociétés musulmanes, si, par malheur, Israël venait à perdre la bataille face aux islamistes, face à l'Iran, face aux djihadistes, etc. Avec cette idée qui nous amènerait, en tant que démocrates, en tant qu'humanistes, à accepter l'idée qu'un État puisse être déconstruit complètement, c'est-à-dire éliminé, rayé de la surface de la Terre. Donc c'est civilisationnel? C'est culturel. Pour moi, c'est pas la civilisation, c'est un concept extrêmement dangereux parce que ça voudrait dire que je suis du côté du Hamas et que Mélenchon serait du côté d'Israël. Or, on le voit aujourd'hui, les nuances. C'est-à-dire, il y a, lorsque l'Iran attaque Israël, c'est des avions jordaniens qui décollent, c'est le renseignement égyptien, le renseignement saoudien qui permet aussi d'avoir des éléments pour déjouer un certain nombre de projets funestes. Et de l'autre côté, vous avez dans les grandes sociétés occidentales, aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, des gens qui, sur fond de discours antisémites, viennent vous expliquer en quoi le Hamas serait une sympathique organisation de résistance. Donc, c'est de ce point de vue-là que je considère que le chef de l'État est véritablement ignorant de ces enjeux internationaux. Parce qu'il a une peur panique de ce que pourrait avoir comme conséquence une position clairement assumée en faveur d'Israël, parce qu'il craint que les banlieues s'inflamment, etc. La dernière chose, c'est qu'on l'a vu, là aussi, dans une maladresse terrible, refuser d'aller à une marche pour la République et contre l'antisémitisme. S'il y a bien un qui avait sa place à cette manifestation, c'est bien le représentant de tous les Français, puisqu'il est censé être au-dessus de la mêlée et justement représentant de tous les Français. Or, la réflexion qu'il a eue, elle est quand même extraordinaire. C'est je ne vais pas aller à la marche pour ne pas déplaire aux musulmans. Le Hamas a construit entre 500 et 700 km de tunnels. Donc il faut démanteler quasiment tous les tunnels. Manque de courage. Quand on n'a pas collé des affiches dans sa carrière, quand on était jeune, quand on n'a pas milité, quand on n'a pas pris des coups, quand on ne s'est pas engueulé à l'université, quand on n'a pas fait des débats un peu houleux, etc., on n'est pas très courageux. Est-ce que vous voyez que le Hamas va disparaître? Est-ce que le Hezbollah aussi est condamné à disparaître? Comment vous voyez évoluer les choses au Moyen-Orient, y compris la perspective de Netanyahou au pouvoir? Je pense que la décision irrévocable de la part des Israéliens, c'est plus jamais Gaza sous la coupe du Hamas. Plus jamais. Ils ont fait une connerie. Moi, j'ai eu l'occasion, à l'époque, de rencontrer un certain nombre de responsables israéliens en 2005, au moment du désengagement, c'était Ariel Sharon, où j'avais été reçu par Shimon Peres. Il n'était pas encore président, il n'était plus Premier ministre, et j'avais eu un long échange avec lui en me disant « Monsieur le Premier ministre, vous faites une erreur ». Et alors, lui, évidemment, ne partageait pas les vues de Sharon, mais il y avait dans la gauche palestinienne, y compris chez les partisans de la paix, une certaine naïveté. Croyant la logique du ruissellement, c'est-à-dire que vous laissez les gens prospérer économiquement, ils vont renoncer à la violence, c'est totalement faux. D'ailleurs, d'une certaine façon, le cynisme de Netanyahou, qui a fait pression sur les Américains pour qu'ils acceptent de laisser les Qataris financer le Hamas, c'est pas une rumeur, c'est une réalité. Et donc, ça fait partie des choses, des aberrations de ce monde occidental. En vérité, cette droite et cette extrême droite israélienne, qui est parfois annexionniste, qui ne veut surtout pas entendre parler de la naissance d'un État palestinien, la meilleure façon de ne pas laisser naître un État palestinien, c'est de laisser un minimum de terroristes s'exprimer. Comme ça, vous êtes sûr d'être élu et réélu à l'envie. La raison pour laquelle Netanyahou a été aux manettes pendant 16 ans sur les 30 dernières années depuis Oslo. Il ne faut pas oublier que Netanyahou a fait partie de ceux qui ont marché pour scander et appeler quasiment à la mort de Rabin avant son assassinat. Et lui a été d'une sévérité terrible, puisqu'il fait partie de ceux qui n'ont jamais cru dans une paix avec une logique de 2 États. C'est une paix à mes seules conditions, une paix selon ma propre vision, et aujourd'hui on a un courant en Israël, voire qui est suivi par une partie de la diaspora qui estime que les gens de Gaza devaient aller vivre en Égypte et que les gens de Cisjordanie vont vivre en Jordanie et donc on n'en parle plus. Donc en vérité, il faut être raisonnable. Ça dépend. Moi, je ne suis pas israélien, je ne suis pas juif, ça ne vous a pas échappé. Mais comme je pense que ce pays n'a pas à
rester perpétuellement dans cette situation qui est intenable. C'est qu'à un moment donné, il faut faire une paix avec des gens raisonnables, pas avec les terroristes. Il faut détruire les terroristes, faire une paix avec des gens raisonnables, il faut les trouver. Il faut arrêter de délégitimer systématiquement l'autre, palestinien, en considérant systématiquement qu'il est terroriste. Il a dit en 1970 ou 1960 telle phrase ou tel mot. Est-ce que vous pensez que la paix est encore possible? Moi, à court terme, non. À court terme, il n'y a aucune paix possible. À moyen terme et à long terme, ça dépendra aussi de la capacité de l'autorité palestinienne à se réformer. On parle de Mohamed Dalal, qui est un pourfendeur de l'islam politique, qui est proche des Émiratis, des Émiriens. On parle de Barghouti, qui pourrait être libéré pour jouer un rôle. Il y a une jeune garde autour de Mahmoud Abbas, qui est plus ou moins apprécié des Israéliens, parce que ce qui est terrible, c'est qu'il y a une situation intenable qui, comme ce conflit, suscite toutes les folies, les gens deviennent dingues. Alors aujourd'hui, beaucoup m'applaudissent, mais il y a quelques années, quand je disais la politique de Netanyahou, la droite israélienne, est en train de mener Israël à la catastrophe, je me faisais parfois injurier, voire traiter d'antisémite. Vous pensez vraiment qu'Israël peut éliminer le Hamas? Sur le plan militaire, il y a évidemment trois choses à régler. D'abord, le démantèlement physique de l'arsenal militaire du Hamas, qui est très important et qui est caché dans les différents tunnels. En deux, 365 km² en surface pour compenser cette pauvreté au niveau de la profondeur stratégique géographique. Le Hamas a construit entre 500 et 700 km de tunnels. Donc il faut le démanteler quasiment. Et ensuite, il y a le fameux couloir philadelphien, le point de passage qui sépare le territoire égyptien du territoire de Gaza. Et c'est de là que rentrait, évidemment, une voie de respiration extrêmement importante. 80% des armes rentrent par là. 80% de la contrebande, donc de l'économie parallèle de Gaza et de l'armement rentrent par le couloir philadelphien. Là, ils ont bouché quasiment à ma connaissance, tous les tunnels qui reliaient le territoire. Donc voilà, le démantèlement passe par là et faire en sorte à ce que ces principaux dirigeants du Hamas soient éliminés. Quel rôle joue en fait le Qatar? Le Qatar a financé le Hamas, c'est une autorité publique, avec l'accord, voire la demande de Netanyahou. Étant donné que le Hamas est une organisation terroriste, sur les listes des organisations terroristes européennes et américaines, il est interdit de financer une organisation terroriste. Donc Netanyahou a fait le forcing auprès des Américains, notamment, pour que les Américains acceptent que les Qataris financent le Hamas et payent, soi-disant, ce qui doit servir au salaire des fonctionnaires du Hamas. Alors la chose totalement folle, c'est 400 millions de dollars arrivés à l'aéroport Ben Gourion, étaient réceptionnés par la sécurité israélienne, emmenés par fourgons spéciaux jusqu'à la frontière de Gaza, sous sécurité israélienne, remis à des intermédiaires égyptiens, qui eux-mêmes les donnaient aux dirigeants du Hamas, qui les répartissaient selon leurs bons vouloirs. Et ça, je veux dire, aujourd'hui, tout le monde l'assume, et ils vous disent, oui, mais enfin, il fallait bien, sinon ça a explosé. Mais en vérité, la vision de Netanyahou, c'était quoi? Et je pense cette droite israélienne qui est moralement, quand je dis bien moralement responsable des attaques du 7 octobre, c'est de se dire, on va laisser le Hamas là, de temps en temps il va nous attaquer avec des roquettes, on a le dôme de fer, il n'y aura pas de dégâts, et de temps en temps on va les bombarder lorsqu'ils vont dépasser des limites, mais ça va nous permettre de ne jamais discuter avec des représentants sérieux d'une autorité palestinienne en vue de la construction de l'édification d'un État palestinien. Côté israélien, est-ce qu'il y a des figures qui pourraient permettre d'ouvrir le chemin vers une paix? Alors, je vais vous étonner. Moi, je crois que, il faut soutenir Netanyahou, que j'ai toujours critiqué, dans ses objectifs de guerre. Parce qu'ils sont justes. Les objectifs de guerre de Netanyahou sont totalement justes. Le démantèlement de l'arc chiite et des proxys iraniens est stratégiquement nécessaire. Deuxièmement, je pose la question, sur un plan purement humain, parfois, vous savez, les gens, y compris les plus arrogants, y compris les plus durs, reçoivent une claque dans la gueule. Je pense que le fait d'avoir été aux commandes au moment du 7 octobre est une bonne claque qu'il a reçue dans la gueule, et je me demande si ça n'est pas en train de le faire évoluer.
Parce Vous que, seriez en train de me dire que Netanyahou peut faire la paix. d'abord, la paix a été faite par des gens de droite en Israël, hein, y compris des gens qui ont fait la guerre. Il faut rappeler que, évidemment, au moment où Sadat fait la paix, Begin, qui n'était pas un enfant de cœur, il y a un certain nombre, même Rabin n'était pas un enfant de cœur, même Shimon Peres, quand il défendait les intérêts de la naissance des États. Ça existe, les enfants de cœur. Non, mais ça n'existe pas en politique. Mais c'est dire que je crois que, à la condition qu'il ait bien reçu la claque, qu'il ait bien compris que lorsqu'on est aux affaires d'un État et d'une situation aussi complexe qu'Israël, on évite de gérer son devenir personnel, on gère plutôt les affaires de l'État. Est-ce que Netanyahou est capable de se hisser de ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un petit homme de pouvoir, vers un grand homme d'État? Ça dépendra vraiment de lui, et de sa psychologie et de sa capacité à aller jusqu'au bout, de ses objectifs militaires, et de comprendre qu'Israël ne peut pas se permettre de fonder toute sa politique exclusivement sur la force, et qu'à un moment donné, il faut mettre sur pied une politique cohérente pour construire encore une fois une paix dans la dignité, dans le respect des attentes des uns et des autres. Le drame de ce conflit, c'est qu'il n'a été que trop confessionnalisé. Lorsqu'on vient d'expliquer que le divin a écrit que de là à l'arbre là-bas, c'est à moi et non pas à toi, et l'autre lui répond exactement la même chose, c'est un conflit politique. Il faut arrêter de le confessionnaliser. C'est un conflit politique et tout le monde a intérêt à faire en sorte à ce qu'il reste un truc politique. Si on commence à en faire un élément de confessionnalisation, c'est qu'en réalité, on alimente ceux contre qui on se bat, et on alimente ceux contre lesquels on ne peut pas gagner. Parce que vous ne pouvez pas gagner contre un suicidaire. Dernier mot, vous êtes optimiste? Moi, j'essaie de garder la tête froide, d'être réaliste, et de me fonder sur des éléments objectifs que je recueille, évidemment, en réalisant des enquêtes et des analyses. Alors, merci.